Je m'appelle Milena Sureau, j'ai 27 ans et du coup je suis athlète de haut niveau en para-badminton. Donc je joue au niveau international. Et à côté de ça, je suis conférencière et créatrice d'un podcast qui s'appelle Journal d'une parabadiste. J'ai 27 ans, mais j'ai déjà eu plusieurs vies puisque j'ai d'abord été musicienne professionnelle, après il y a eu le Covid, après j'ai été chef d'exploitation agricole en saliculture, donc je produisais du sel dans les marais salants de Guérande. Et du coup, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai une maladie neurologique qui me rend petit à petit tétraplégique et qui fait que voilà, j'ai un handicap moteur qui fait que j'ai dû arrêter mon activité salicole très récemment et que maintenant je me dédie à 100% à mon sport avec pour objectif d'aller chercher une médaille aux Jeux paralympiques de Los Angeles dans 4 ans. Le sport, c'est vraiment mon activité première. Je m'entraîne tous les jours au Creps des Pays de la Loire à Nantes. Donc du coup, je fais du para-badminton, donc c'est la version adaptée du badminton pour les personnes handicapées moteurs. Les Jeux à Paris, c'était vraiment extraordinaire parce que déjà, les Jeux paralympiques, c'est la plus grande compétition du monde, c'est tous les 4 ans. Donc déjà, de base, c'est un événement qui est absolument incroyable pour tout athlète. C'est vraiment l'objectif d'une vie. Et là, en plus, on les a vécus à Paris, à la maison. Donc avec vraiment déjà nos proches qui ont pu venir nous voir, mais surtout avec tout le peuple français qui était derrière nous. Ça a été vraiment un événement d'une envergure vraiment folle, quoi. Il y a des gens qui ont sûrement découvert des sports qui vont peut-être continuer de suivre après. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très positif pour les parasportifs. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont découvert certains sports qu'elles ne connaissaient pas forcément et qui aujourd'hui, elles ont toqué à la porte des clubs. Donc au niveau du sport, je pense qu'il y a quand même eu un impact positif. Maintenant, au niveau de la société, la réalité, c'est que les transports sont toujours pas accessibles, les enfants ne peuvent toujours pas être scolarisés comme il faut parce qu'il n'y a pas d'aide humaine. C'est les barrières physiques et puis les barrières un peu plus mentales, si je peux dire, du fait que les gens ont encore beaucoup de choses à apprendre sur le handicap. Ce qui changera la donne, c'est quand tous les enfants seront scolarisés à l'école ordinaire, quand tout le monde côtoiera tout type de handicap. Et depuis qu'on est tout petit, on saura ce qu'il faut faire quand on est face à une personne en fauteuil, on saura ce qu'il faut dire ou pas dire, on saura comment il faut faire ou ne pas faire avec une personne aveugle, sourde, etc. Et c'est ça vraiment la source de, pour moi, ce qu'on dit, il faut changer le regard sur le handicap. Le regard, il changera tout seul quand on sera amené à côtoyer et quand les handicapés pourront être dans la société et donc quand la société sera accessible. J'ai rencontré des personnes qui, au centre de rééducation, étaient totalement sous terre parce qu'ils se disaient moi je peux plus m'occuper de mes petits-enfants, on peut plus aller se promener en forêt, alors que en fait si, il y a toujours des possibilités, il y a des aides techniques qui sont possibles, il y a vraiment des choses à faire pour la suite et tout ne s'arrête pas à un accident ou à une maladie. C'est vraiment le point essentiel, effectivement, c'est de se construire un environnement personnel et professionnel parce qu'on passe quand même une bonne partie de notre temps au travail, donc c'est important d'avoir un environnement adapté pour pouvoir s'épanouir, être dans des bonnes conditions de travail pour être productif, pour aimer aller au travail et pour qu'il y ait un équilibre avec sa vie personnelle. C'est vraiment déjà savoir c'est quoi mes besoins, c'est quoi les choses qui sont difficiles à faire pour moi, comment est-ce que je peux éviter de les faire, qu'est-ce qui me permettrait d'être dans les meilleures conditions pour poser un cadre, encore une fois, perso, pro. Cette première démarche en lien avec le handicap, c'est cette démarche de reconnaissance. C'est bien le médecin du travail qui va identifier les impacts des situations de santé et prescrire, donc dans une logique d'équité et d'égalité, comme le disait Milena, prescrire les aménagements qui vont permettre à la personne de pouvoir tenir son activité, développer son professionnalisme tout au long de sa vie professionnelle et avec la capacité de faire évoluer également ses aménagements. La technologie, elle est avec nous.
et elle nous ouvre de plus en plus de portes et de possibilités. Donc du coup, notamment acter administrativement son handicap, c'est aussi s'ouvrir la porte à ces aides techniques ou à ces aides humaines qui vont nous permettre de pouvoir accéder à des postes que peut-être on imaginait impossibles, mais avec les bonnes adaptations de l'environnement, on se rend compte que c'est potentiellement faisable, quoi. Moi, au badminton, je joue debout. Dans mon quotidien, je me déplace en fauteuil roulant. Croyez-le ou non, moi, le jour où j'ai eu mon fauteuil roulant, ça a été un des plus beaux jours de ma vie parce que j'ai redécouvert l'autonomie et le fait de pouvoir vivre sans être épuisé. C'est le cas de quasi toutes les aides techniques. C'est parfois hyper dur de les accepter parce que pour le coup, là, c'est vraiment t'acceptes à 100% ton handicap. Et parfois, du coup, tu te sens un peu inférieur. En fait, non, c'est l'inverse. C'est qu'en ayant accepté l'aide technique, tu te retrouves à pouvoir faire autant de choses et les mêmes choses que les personnes qui n'ont pas de handicap. On se rend compte que petit à petit, en fait, les aménagements de poste, les aménagements du quotidien, ça ne donne que du positif et ça permet de faire beaucoup plus de choses en fait dans sa vie. Chez Socotec, on a un environnement et des contacts possibles pour échanger si on doit faire face à une problématique de ce type. Il y a évidemment les référents handicap qui sont tout le réseau des RRH et des RH des périmètres respectifs de chacun. Il y a aussi les correspondants handicap des CSE. Donc ayez ce réflexe de leur poser des questions si nécessaire. Et puis il y a évidemment la mission handicap que nous dirigeons avec Camille Madère. Et nous avons ouvert en septembre dernier une ligne d'appel anonyme, pilotée par Antoine Benoît et son équipe d'Avisea, qui permettent aux collaborateurs de poser des questions et qui vont bien au-delà, dans certains domaines, du cadre strict du travail. Souvent, parler de son handicap, ça permet d'apporter de la lumière sur des zones d'ombre. Communiquer sur ce sujet, généralement, c'est quand même plutôt bénéfique. Après, je comprends totalement les réticences à ne pas le faire parce que, comme on dit depuis tout à l'heure, on est dans une société qui n'est pas habituée au handicap. On a parfois des gens qui n'ont pas les bonnes réactions, etc. Donc, surtout dans le monde de l'entreprise, on a souvent assez peur des discriminations. Donc je comprends aussi les peurs qui peuvent en découler. Mais voilà, pour moi, le bien-être au travail ou dans la vie, ça passe par déjà faire un travail sur soi, sur son acceptation, accepter les aménagements de poste, les aides techniques, et puis derrière, l'humain qui vient un peu couronner le tout pour avoir un environnement le plus adapté possible, que ce soit perso, mais pro aussi, quoi. Merci de m'avoir accueilli à Socotec pour pouvoir parler du handicap, parler du parasport. N'hésitez pas à aller vers vos collaborateurs qui soit ont un handicap, mais vous ne savez pas trop comment faire avec eux. Et s'ils sont OP, c'est peut-être l'heure d'ouvrir une discussion, par exemple. Donc peut-être que le collègue que vous trouvez un peu bizarre, il a peut-être juste tout simplement un handicap, en fait.